notre dernière conférence du cycle donc sur la santé mentale des dirigeants et des managers. Et nous allons aborder maintenant le sujet donc de la santé mentale, évidemment, et de la performance durable. Sacré sujet qui impose en fait de redéfinir la réussite en entreprise. Et donc, la réussite ne se mesure plus uniquement en chiffres, ça c'est un fait. Aujourd'hui, un modèle de performance durable, on n'arrête pas d'entendre parler de durabilité, ce modèle de performance durable intègre la santé mentale comme pilier stratégique de toute organisation. Alors nous allons explorer dans notre dernière table ronde comment les dirigeants peuvent redéfinir la réussite en conciliant bien-être personnel, engagement des équipes et impact sur le long terme. Parce que la santé mentale, finalement, c'est aussi, on l'a vu dans toutes nos conférences précédentes, c'est aussi un levier d'innovation et de réussite pérenne, donc durable. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Iris Ramos, Clément Kiek et pas encore, mais bientôt, Nicolas Lemétayer. Iris, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci Corinne, bonjour. Iris Ravos, psychologue du travail. J'ai un parcours scientifique qui m'amène à l'entrepreneuriat. Donc, je suis une entrepreneur qui est universitaire ou une universitaire qui est entrepreneur. Je ne sais pas trop dans quel sens, mais en tout cas, c'est à l'université que le virus de l'entrepreneuriat m'a contaminée avec un concours de création d'entreprise quand j'étais encore en études. Et aujourd'hui, je suis en partenariat avec Calypsy, laboratoire de recherche, et je fais des recherches scientifiques sur la santé des dirigeants, domaine dans lequel il y a très peu de données encore aujourd'hui dans la littérature. Je Merci, suis aussi la Iris. présidente de STEP, qui est le premier service de santé au travail des entrepreneurs. Et donc, on déploie des programmes opérationnels et nos accompagnements enrichissent justement cette recherche appliquée. Merci beaucoup, Iris. Clément, Alors bonjour à toutes et à tous. Merci Corinne pour cette invitation. Et puis je ça t'en va être prie, chouette avec plaisir. d'échanger ensemble pendant 45 minutes, une heure. Alors, je ne me rappelle plus exactement le temps qu'on a prévu. Alors moi c'est Clément Kiliek. J'ai fondé un cabinet de conseil en 2021 qui a vocation en fait à accompagner les PME sur l'optimisation en fait de leurs flux financiers. Concrètement, c'est leur apporter des économies là où ils s'y attendent pas forcément. Et derrière, une fois qu'on a fait ça, c'est d'accompagner aussi le dirigeant sur ces problématiques plutôt patrimoniales et voir comment est-ce qu'on peut optimiser son patrimoine et lui générer des gains sur voilà, sur le service financier, immobilier, un petit peu tout ça. Voilà, rien de plus à dire. Je vais me soumettre aux différentes questions, aux échanges, en tout cas avec plaisir. Me soumettre. Mais non, ce n'est pas une torture. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose déjà de reposer le cadre. Alors, qu'est-ce que la santé mentale dans le cadre professionnel? Quels sont les principaux obstacles rencontrés finalement par les dirigeants lorsqu'ils abordent la santé mentale dans leur organisation? La santé mentale définit le bien-être psychique, émotionnel et cognitif. On l'a vu lors de la table ronde précédente, qui va, selon l'Organisation mondiale de la santé, au-delà de l'absence de troubles mentaux. Selon un psychiatre qui s'appelle Jean Sutter, il s'agit de l'aptitude du psychisme à fonctionner de façon harmonieuse, agréable, efficace et à faire face avec souplesse aux situations difficiles en étant capable de retrouver son équilibre, donc de retomber sur ses pattes et de retrouver sa sérénité. C'est aussi pour cela que j'ai invité à cette conférence Clément, parce que finalement, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, en tant que manager, la sérénité financière nous amène aussi, nous conduit aussi à cette sérénité globale. Et du coup, j'ai trouvé intéressant d'inviter Clément avec cette vision, cette dimension.
Alors, quelques chiffres clés 2024 pour lancer le débat. 79% des dirigeants en France estiment que la quête de performance à tout prix met en danger leur santé mentale. Les entreprises ayant intégré la santé mentale dans leur stratégie constatent une augmentation de 25% de la productivité et une réduction de 40% du turnover. C'est quand même intéressant aussi d'avoir ces chiffres, me semble-t-il. Et à l'échelle mondiale, 70% des salariés se disent plus engagés lorsqu'ils perçoivent que leur entreprise valorise la santé mentale et le bien-être. Alors, ces chiffres montrent que la santé mentale n'est pas seulement un enjeu individuel, mais aussi un levier stratégique, notre sujet, pour une performance durable, pérenne et une réussite collective. Nous, chez Plus Biz, on est très, très axé sur notre credo, le collectif. Est-ce que vous êtes d'accord, Iris Clément, avec cette affirmation ou avec ces chiffres? Je veux bien commencer. J'ai Nicolas par message qui a un souci de connexion mais qui arrive à Pas de Corinne. souci. Donc, je reviens peut-être sur la définition de la santé mentale. Il y avait une notion de souplesse. Qu'est-ce qui se passe quand on entreprend? Il y a beaucoup de difficultés et dans ces difficultés, on a un dirigeant, c'est un être humain. On a, pour faire face, on met en place des stratégies de coping, c'est-à-dire d'adaptation. Et ces stratégies-là, si on les questionne pas, elles restent. Donc, par exemple, si on a une personne qui a eu une difficulté avec son associé ou avec l'un de ses salariés ou avec un client, cette personne, elle va mettre en place des mécanismes de défense, notamment de méfiance ou d'hypervigilance. Ces mécanismes sont extrêmement adaptés sur le moment parce que ça lui permet de faire face. Toutefois, si la personne fait de ce mécanisme un trait de caractère, elle n'aura pas de souplesse pour avancer dans les choses. Donc, elle va être systématiquement méfiante, on parle de santé mentale, et donc ça va l'encombrer dans son comportement et ça va lui empêcher d'avancer dans certains domaines. Donc, c'est vrai que ce qui est important pour un leadership impactant, pour une entreprise qui fonctionne, c'est aussi un dirigeant qui prend le temps de dire, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment j'ai fait face? Est-ce que finalement, ce mécanisme de défense est devenu un trait de caractère? Est-ce que j'aborde les choses avec souplesse, avec une souplesse de caractère, ou est-ce que ça devient de plus en plus rigide de par les épreuves de la vie? Donc, les chiffres sont très, très importants parce qu'en fait, on se rend compte que ce n'est pas le luxe, le plaisir ou un caprice ou quelque chose de mode, mais tout simplement dans un contexte de permacrise, de crise permanente. Ça fait des années qu'on nous dit bah, c'est la crise, c'est la crise. En fait, c'est toujours la crise, surtout quand on est entrepreneur. Eh bien, dans ce contexte de permacrise, on doit faire face à plein de choses et on doit pouvoir, sur le long terme, être en capacité de répondre aux sollicitations de l'environnement sans pour autant garder des conséquences négatives pour notre santé. Donc, ce n'est pas un luxe, c'est une stratégie, c'est un des moyens de durer et de réussir dans nos entreprises. Ouais, je tends la perche donnée par Iris. Et en fait, moi, je trouve que vraiment la santé mentale fait que quand on entreprend, en fait, la solidité de ce qu'on va faire tient dans la durée. On ne peut pas construire quelque chose de durable en faisant un sprint. Donc, de toute façon, si on veut s'inscrire dans la logique d'un marathon, ce qui, je pense, est plus cohérent en fait pour la majorité des entrepreneurs, on est obligé en fait d'intégrer la santé mentale dans l'équation. La santé mentale, on l'intègre finalement par plein de biais en fait, hein, mais je pense que quand on l'intègre, forcément, on a un gain de productivité qui va nous faire tenir sur la durée aussi. Et comment on peut, en tout cas, ouais, je l'ai vécu comme ça, hein, c'est bah, est-ce que finalement c'est coupé le droit à la déconnexion? On revient avec beaucoup plus d'énergie et finalement plus de productivité. Donc moi, ces chiffres-là me paraissent tout à fait cohérents. On finit une semaine, est-ce qu'on est prêt finalement à être efficace, à travailler encore le week-end, ou est-ce qu'en fait on ne sera pas plus productif en réattaquant à fond le lundi matin et en coupant complètement et en libérant l'esprit pour autre chose le week-end?
Euh, voilà, c'est tout ça en fait qui va faire que oui, je pense que la santé mentale passe par une coupure. Mettre de côté la performance pour être capable de la remettre en priorité, en tout cas à d'autres moments. Alors, comment les modèles traditionnels de réussite, hein, ceux que l'on a l'habitude de voir, d'apprécier dans la presse ou de ne pas apprécier d'ailleurs, mais comment ces modèles traditionnels de réussite s'entraident finalement sur la productivité à tout prix et le gain d'argent, la réussite financière en fait des entrepreneurs? Impacte-t-il la santé mentale des managers, des dirigeants et de leurs équipes? Quels sont les signes que ces modèles, finalement, aujourd'hui, atteignent leurs limites? Si tant est que l'on pense qu'ils atteignent leurs limites. Je ne sais pas si tu veux intervenir, Clément. Je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire que, enfin, je sais pas si ça répond à la question, mais finalement, quand on est dans la performance, du coup, on performe. Une des manières de performer un indicateur, en effet, ça va être la réussite financière, vu qu'on est lancé sur le sujet. Après, en fait, à quel niveau est-ce que ça a du sens et est-ce que à quel niveau c'est pas contre-productif en se disant, OK, pourquoi je fais ça? Et du coup, peut-être que Iris, là-dessus, tu auras peut-être envie de rebondir. Alors, deux choses importantes. La première, c'est le modèle traditionnel nous dit qu'une entreprise est là pour gagner de l'argent. Jusque-là, tout va bien, mais on nous dit aussi que tu vas avancer si tu as vraiment un positionnement à chaque fois plus élevé d'un point de vue hiérarchique ou alors que tu vas augmenter sans cesse et peu importe les coûts à payer, les coûts humains, ton chiffre d'affaires. Là, on se rend compte aujourd'hui qu'on commence à avoir des indicateurs de performance avec la RSE qui sont un peu différents. Notamment, on va mesurer la satisfaction des clients, la satisfaction des collaborateurs, et on va commencer à se dire, mais en fait, le modèle qu'on attend aujourd'hui d'une entreprise n'est pas seulement le fait d'avoir une très bonne marge et un super chiffre d'affaires, mais de donner du sens aux gens qui travaillent Mm. avec eux, d'avoir un impact sociétal, etc. Donc, forcément, la guerre de talent, elle nous amène aussi à dire qu'il faut qu'on s'adapte à ce que veut la nouvelle génération. Et la nouvelle génération préfère être moins bien payée par moment, mais avoir un job qui a du sens. Et là, c'est terrible parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne comprennent pas cela. Moi, j'accompagne les dirigeants, pas les salariés, même si en tant que psy du travail, j'ai pu intervenir énormément. Il y a des dirigeants qui font un choix de ne pas faire une croissance à tout prix pour garder malgré tout du temps pour leur famille, mais qui ont des entreprises prospères, mais qui ne cherchent pas le palier supérieur à chaque fois, chaque année, mais quelque chose qui reste harmonieux, je ne dirais pas équilibré, mais harmonieux. D'accord, mais c'est intéressant et c'est vrai que les dernières études montrent que en tout cas sur les jeunes générations d'actifs, il y a pour beaucoup une recherche de sens et de bien-être, d'équilibre pro-perso, bien-être global au quotidien, respect, etc., etc. Les dernières études montrent que cette jeune génération est très, très euh, euh, appétente sur cette harmonie, en fait, ce que tu appelles l'harmonie. Et du coup, c'est vrai que ça repose pas mal aussi de questions au niveau des entreprises, des organisations, quelles qu'elles soient. Ça, c'est certain. Alors que dans l'idée, comme vous l'avez dit tous les deux et Clément, c'est vrai que ce que l'on voit d'abord dans la performance d'une personne, ça va être sa réussite financière. C'est la vitrine, en fait. Et la réussite d'un entrepreneur passe par ce qu'il affiche et donc la réussite financière de son organisation. Alors, pourquoi la santé mentale des dirigeants est essentielle pour instaurer une performance durable et une innovation continue? Parce que c'est souvent lié. Y a-t-il un lien ou des liens entre bien-être et créativité? Donc la première chose, c'est pourquoi la santé mentale va être importante pour le développement, c'est ça, et pour Oui, c'est l'innovation? ça. Pour le développement durable, hein, pas immédiat, mais vraiment de s'inscrire dans cette durabilité.
Eh bien, parce que l'entrepreneuriat étant un marathon, un dirigeant qui va être dans sa zone de génie, c'est-à-dire dans une zone de confort, des comportements naturels ou dans une zone d'apprentissage, donc quelque chose qui a du sens et qui est vraiment aligné avec la personne qu'il est, eh ben, va pouvoir tenir plus longtemps sur la durée et développer son entreprise. Il y avait une question dans la bulle de discussion qui me semble importante. Il y a une différence entre le baby-foot et l'apéro, tout ça. Quand on parle de santé mentale, on parle de faire un boulot qui a du sens pour nous. On parle de laisser les gens exprimer leur créativité, y compris son dirigeant. On parle de dire à la personne, bah, écoute, t'es resté plus longtemps hier, mais aujourd'hui tu dois chercher tes enfants, vas-y. Donc on abandonne cette notion d'équilibre. Je parlais d'harmonie, mais l'harmonie, c'est quoi? C'est de dire, aujourd'hui tu vas peut-être négliger une sphère de ta vie, ben, peut-être ce sera une autre sphère qui sera prioritaire demain. Et quand on parle de créativité, d'innovation, si le dirigeant n'est pas en cohérence, n'a pas pris le temps, le soin d'être aussi aligné avec ce qu'il fait, d'être exemplaire, parce qu'en fait, la problématique, c'est aussi que parfois, on a, enfin, on va donner des bonnes intentions, on parle des valeurs de l'entreprise, on va afficher des choses, mais le dirigeant lui-même ne va pas être exemplaire. Comment est-ce que je peux dire à mes salariés que la santé est importante, que l'équilibre est important, alors que je finis tous les jours à 21 heures et que mes enfants me connaissent même pas parce qu'ils sont couchés à chaque fois que je rentre? Mm. Donc, pour que le dirigeant soit en bonne santé, il faut qu'il s'applique des choses à lui-même, il faut que ce soit cohérent avec son projet de vie, avec ses valeurs, et il faut qu'il soit exemplaire dans ce qu'il veut aussi demander ou impulser dans ses équipes. Clément, Clément? tu veux compléter, rebondir? Enfin, moi, je suis totalement en phase sur une partie, hein, notamment. Je pense que les boîtes où, en effet, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, quand il y a vraiment un environnement bienveillant et structuré, à partir du moment où c'est donnant-donnant, il y a vraiment cette logique de donnant-donnant, finalement, entre le salarié et l'employeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'employeur sait être souple et bienveillant, mais que d'un autre côté, le travail est bien fait, je pense qu'en fait, ça coule de source, en fait, sauf si on est sur des gens qui sont étranges, mais je pense pas que ce soit le cas, en tout cas très rarement. Ça va bien fonctionner ensemble. Après, pour revenir sur le dirigeant, c'est- clairement, aujourd'hui, un dirigeant qui fonctionne bien, enfin qui fonctionne bien, qui en tout cas sur l'aspect financier a une boîte qui tourne bien, je pense que tout est là pour que derrière, mentalement, ça laisse de la place pour se consacrer finalement à tout ce qui va permettre de durer, de se sentir bien, de penser à autre chose, de penser à ses collaborateurs aussi. Et je pense qu'en fait, c'est quand même des sujets assez complexes dans le sens où une fois qu'on est dans un cercle vertueux, bah, c'est assez simple de le maintenir vertueux. C'est-à-dire que ça marche bien pour nous, bah, on sait faire les choses, en tout cas on a la bande passante pour faire bien pour ses équipes, pour toutes les personnes avec qui on travaille, les partenaires, etc. Dès qu'on vit des moments difficiles, donc bah, moments difficiles, souvent c'est caractérisé par une partie financière qui est impactante au quotidien, parce que d'ailleurs on découle des décisions difficiles. Bah, tout de suite, en fait, oui, c'est le sujet, c'est comment on fait en termes de santé mentale pour maintenir bah, une approche bienveillante, qu'en fait, bah, si ça va mal, c'est peut-être qu'il y a aussi des choses qui vont pas bien chez certaines personnes. Voilà, c'est vraiment se rendre compte que le cercle qui est le cercle vicieux, en fait, tout le monde peut tomber dedans. Et, euh, et voilà. Donc, Et on parlait d'innovation et de durabilité. STEP est une entreprise qui accompagne les dirigeants, mais on a vraiment à cœur la recherche appliquée. L'un de nos médecins a fait des travaux scientifiques et on est vraiment intéressé par les déterminants de la santé. Dans ces travaux scientifiques, on s'est aperçu que la première chose qui influençait la santé des individus, c'était l'activité physique. La deuxième, c'est les relations sociales et la troisième, c'est l'alimentation. Et vous serez peut-être surpris de voir que l'alimentation arrive après les relations sociales. Quand on parle de santé mentale d'un dirigeant, ça peut être aussi ne pas avoir de conflit avec son associé, ne pas être en conflit avec des clients, pouvoir avoir, avec STEP, on mesure tous ces indicateurs de risque, pouvoir identifier assez rapidement
qu'est-ce qui est problématique, qu'est-ce qui fait que je n'ai plus de cerveau qui fonctionne bien parce que je suis pris dans un conflit et que ces mauvaises relations sociales au sein de l'entreprise, au sein de l'écosystème, empêchent vraiment ma créativité de s'exprimer. Et donc, il n'y a plus de capitaine qui tient le cap et qui dirige les équipes puisque j'ai des mauvaises relations sociales qui impactent vraiment très négativement ma santé mentale, mais aussi physique. Le conflit, c'est quelque chose qui vous habite en permanence. Mmh. Oui, c'est sûr, bien sûr, c'est hyper polluant. Tout type de conflit, c'est extrêmement polluant, à titre personnel comme à titre professionnel, évidemment. Et on a Franck qui disait enfin, qui partage dans le chat aussi, le fait que on est obligé d'intégrer la santé mentale est un vœu pieux, et il insiste en fait sur le fait que euh, vous savez ce que l'on a vu énormément dans les startups, c'était j'en sais rien moi, le baby-foot, les apéros, les afters, etc., etc. Finalement, ce sont ça camoufle, ça se veut bienveillant, ça se veut aller sur la santé mentale, mais finalement, c'est pas cette approche-là n'est pas une approche réellement bienveillante, ne sert pas vraiment la santé mentale. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est du pansement, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Clément, mais il faut déjà C'est de la poudre de réfléchir peut-être à ce qui perlimpinpin, fait du bien. comme dirait l'autre. J'ai pas entendu Clément ce que tu as dit, répondu. C'est de la poudre de perlimpinpin, Ah, comme dirait l'autre pour ceux qui ont la référence. Mais oui, enfin, je pense que c'est un petit peu passé quand même ça. Tout le monde a compris que ça marchait pas. En tout cas, ceux qui l'ont pas compris vont le comprendre. Euh, mais oui, hein, enfin, on l'a dit, hein, le sport, la cohésion et puis l'aspect bienveillant, je pense que c'est quand même des maîtres mots. Il y a une problématique que les gens ne comprennent pas. Si je mets un baby-foot, mais que ça intéresse personne, je fais du greenwashing avec la santé mentale. Pour moi, l'essentiel, c'est d'interroger les personnes avec qui on travaille et notamment de travailler sur la reconnaissance. Il existe 4 formes de reconnaissance. La reconnaissance en tant que personne, la reconnaissance des compétences, la reconnaissance des efforts et la reconnaissance des résultats. Si vous avez très bien bossé, ça a super bien marché, bah, je reconnais vos résultats, vous avez une prime, vous avez un voyage, peu importe. Si vous avez super bien bossé et que ça n'a rien donné, je reconnais vos efforts. Si vous avez des compétences, et ça c'est essentiel pour la santé mentale, c'est que je vais vous donner des projets, des activités et des tâches qui valorisent vos compétences, ce qui vous plaît, ce qui vous permet de vous exprimer, ce pourquoi vous êtes très doué. Et ça va me donner plus d'impact que tout le reste. Et là, la première, c'est pas la dernière, c'est la première, c'est la reconnaissance en tant que personne. C'est bonjour Clément, ça va Clément? Comment ça s'est passé Clément? Et en fait, c'est de voir en face de moi une personne avec des besoins, les besoins d'une personne, les besoins de dormir, de manger, enfin. Donc, parfois, l'entreprise, elle va aller chercher des choses complexes, des choses chères et artificielles alors que la base, c'est de reconnaître les gens en tant que personnes avec des besoins d'être humains, reconnaître leurs compétences, leurs efforts, mais aussi leurs résultats. absolument. Enfin, moi, je suis convaincue de tout ça. Ne serait-ce que dire bonjour, ou que les Un dirigeants, bonjour prénom. Bonjour prénom, parce que ça montre que tu oui, retiens le prénom de la personne avec qui tu travailles et que déjà, c'est un premier acte de reconnaissance, en fait. que tu es un individu à part entière, en effet. Et c'est vrai que je vois trop souvent des entreprises, et je l'ai vécu moi-même, en fait, vous savez, c'est les grands bâtiments où vous avez la direction tout en haut. Ça, je parle d'une expérience. Et en fait, les dirigeants ne descendaient jamais dans les étages du dessous, et donc ne disaient jamais bonjour à personne. Alors là, tu oublies le prénom. Et de temps en temps, par contre, chose qui était extrêmement étonnante, c'est que le dirigeant, enfin la dirigeante, croisait des gens dans l'ascenseur, bah ouais, et là, elle savait qui étaient les gens, et elle disait bonjour machin, bonjour truc.
et tout le monde était tout le temps scotché. Elle savait très bien qui étaient les gens, mais elle ne faisait jamais l'effort de descendre dans les étages pour aller dire bonjour. Et ça choquait les personnes, en fait. Et c'est normal, c'est normal. Et le fait de dire bonjour est enfin, c'est extrêmement important. Bonjour, bonjour le prénom, en effet. Et pour aller encore plus loin, parce que ça, c'est quelque chose, ayant vécu un petit peu aux États-Unis, et qu'on retrouve beaucoup dans tout ce qui est management hein, positif, c'est en France, on a quand même très tendance à pester, à râler, à critiquer. Et en fait, et ça peut vite être assez nauséabond en entreprise quand on a trop de collaborateurs qui, enfin, tout n'est pas rose, hein, forcément, dans la vie, mais de commencer sur du négatif, c'est toujours difficile derrière pour avancer constructivement de manière constructive et finalement, on a toujours en fait des choses agréables à dire à des gens. Et en creusant, en fait, on trouve toujours des choses. C'est-à-dire que même si on va, j'en sais rien, moi, à l'étage, dans le département comptabilité, finance, enfin, ce qu'on veut, parce qu'il y a tel ou tel problème, et le client n'a pas été réglé, il y a forcément une raison qui nous énerve. euh, Bah, en fait, on sera beaucoup plus productif et beaucoup plus bienveillant de commencer la discussion sur un autre sujet. Parce que cette personne, elle fait forcément quelque chose de très bien, ou alors on sait forcément quelque chose sur elle qui lui fera plaisir, ou en tout cas qui ne coûte pas et qui fait pas Mm. non plus faux. Et je trouve que ça participe à l'environnement bienveillant. Moi, je sais que quand quelqu'un commence avec du négatif, ça me stresse Oui, c'est vrai. et je vais pas donner suite. Et à contrario, une bonne santé mentale dans une entreprise, c'est aussi de dire à quelqu'un, écoute, j'ai fait une erreur, tu as eu une promotion, tu étais un super ingénieur des routes, aujourd'hui tu es manager et tu accompagnes 8 personnes, et en fait l'énergie que tu avais dans ton activité, elle épuise tout le monde, donc tu es super fort dans faire, mais tu n'es vraiment pas dans ta zone de confort dans faire faire. Et moi, je me rappelle de ma première mission en tant que psychologue du travail dans une entreprise où le manager allait très bien, lui, et les 8 personnes qui étaient sous sa responsabilité étaient en arrêt maladie. Et ma première mission, c'était de lui dire, euh, ça a duré longtemps et le pauvre, il l'a pas très bien vécu non plus au début. C'était de lui dire, mais en fait, ça ne vous plaît pas de manager. On vous a mis là, on vous a dit que c'était une évolution, mais ça vous plaît pas du tout. Ça vous gonfle au plus haut point et ça épuise tout le monde autour de vous. Donc la santé mentale, c'est aussi de dire aux gens, vous n'êtes pas à votre place. Et c'est d'être en capacité d'étudier ce qui est bon pour nous pour dire, je ne suis pas à ma place dans ce projet ou dans ce poste-là, mais je serais mieux ailleurs. C'est pas forcément agréable, c'est pas simple, mais il faut absolument le faire. Je te vois sourire, Corinne, donc ça va te Oui, oui, parce toucher. qu'en fait, je pense à des organisations dans lesquelles la seule possibilité de mobilité interne, donc de promotion, c'est passer manager. Et en fait, j'allais dire c'est affreux. Non, c'est pas affreux en soi, mais c'est hyper difficile. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour le management. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas envie de ça, qui ont envie d'être opérationnels et de rester opérationnels. Et c'est très troublant parce que, et ça touche vraiment toute l'organisation. C'est une remise en question de l'organisation proprement dite de proposer des évolutions de carrière qui ne soient pas liées au management. Je trouve ça terrible quand en organisation, peu importe quelle organisation, pour progresser, tu es obligé de devenir manager. Et lui, Oh, il fallait qu'on l'accompagne parce que ce qu'il aimait bien, c'était ce que socialement ce poste lui apportait, la ouais, place que ça lui donnait dans l'entreprise et dans la société. Mais le cahier de charge du poste en tant que tel, il n'y avait pas une ligne qui lui plaisait. Et donc, il faut vraiment faire la différence. Et la santé mentale, elle est importante dans ce sens pour un dirigeant aussi. Il y a des personnes qui sont devenues entrepreneurs pour la mauvaise raison, qui ne sont mm, pas dans leur zone de confort ou d'apprentissage, mais dans une zone rouge de panique. Et donc, elles doivent s'adapter en permanence pour produire les comportements qu'on attend d'elles, et elles vont être épuisées. Et dans oui, STEP, au-delà de la partie biologie préventive, la partie médicale, on a un programme de santé au travail, psychologie du travail, où on aide le dirigeant à savoir s'il arrive à récupérer, s'il n'est pas tout le temps dans l'effort, s'il est vraiment dans une zone de panique, quels sont les stresseurs.
Mhm. qui en général le font réagir, etc. Et mieux on se connaît, mieux on va pouvoir faire face aux situations. Il n'y a pas de personnalité plus prédisposée au stress que d'autres. Mhm. Par contre, si on se connaît, mieux on se connaît, plus on va être en capacité de calmer notre organisme face à une réaction de stress et de pouvoir identifier les sources qui font démarrer une réaction qui nous fait perdre nos moyens et qui aura des conséquences négatives. Oui, complètement. Moi, en tant que DRH, j'ai eu une expérience il y a quelques années où c'est une manager qui était venue me voir en disant, en fait, elle était opérationnelle, elle voulait devenir manager et cette personne était très bien, donc elle avait été promue à un poste de manager et très très vite, en fait, même pas au bout d'un an, elle était revenue en arrière en disant, mais moi, je veux plus faire de management, finalement, ça me plaît pas. Organisationnellement, c'est pas facile de faire et défaire. En plus de ça, il y avait eu un accompagnement de montée en compétences et donc ça lui plaisait pas du tout. Et en fait, très très vite, on a convenu de la positionner ailleurs parce qu'en fait, c'était pas tenable pour elle parce que la charge mentale et donc du coup, sa productivité, sa performance c'était défaillant. C'était défaillant et puis pour elle, c'était terrible, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment penser à et aider, accompagner les collaborateurs, dans cette montée en compétences, dans cette mobilité ou, partir sur d'autres choix finalement parce qu'on a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit de changer d'avis, on a tous le droit de faire autre chose parce que c'est beaucoup plus épanouissant. Et juste, Iris, ça veut dire quoi STEP? C'est juste STEP, un pas, ou c'est un acronyme? Curiosité personnelle. Ça veut dire santé, travail, entrepreneur, prévention. D'accord, d'accord, donc c'est un acronyme. D'accord. Ça veut dire Et ça. pour Après, c'est vraiment une notion de mouvement. Oui, Donc, on voulait vraiment quelque chose qui implique une dynamique et une notion de mouvement. Mais c'est santé au travail des entrepreneurs par la prévention. d'accord, d'accord. Et tout à l'heure, Clément, vous parlez des États-Unis, mais Clément, j'ouvre un peu le capot. Euh, En fait, Clément, il n'est pas parti pour rien aux États-Unis. Il est parti Pour nager, pour nager, pour mais compter les nager carreaux. en haut niveau, niveau athlète, voilà. Donc, Clément, il a une carrière en fait multiple avec cette vision aussi de performance qui me semble aussi super intéressante parce que finalement, au départ, la performance du corps en tant qu'athlète l'a amené à aller sur la performance financière pour accompagner finalement les dirigeants à être plus sereins aussi dans leur quotidien, je dirais, business, hein. Alors, Et quel justement, nouveau la partie pardon, financière, elle est super importante parce que ça oui, fait partie des stresseurs principaux d'un dirigeant. Un dirigeant va bien si son entreprise fonctionne bien financièrement, hein. C'est hyper oui. important pour eux. Une entreprise qui Complètement. gagne pas d'argent, a priori, n'a pas de raison d'être. Enfin, c'est en tout cas, à terme, elle risque de fermer, donc créant encore plus de stress pour le dirigeant. Donc c'est vrai que la partie financière, à mon sens, est fondamentale pour se sentir bien dans ses baskets de dirigeant. C'est de Bah, tout à fait, l'énergie. en fait. Et après, c'est pas possible pour rien que je suis dans ce secteur d'activité. C'est que la notion financière est pour moi un outil important pour me sentir bien dans mon quotidien. Ça veut dire que ça ouvre aussi des options. Enfin, voilà, l'argent n'a pas de goût, n'a pas d'odeur. C'est un outil comme un autre Oui, qui a peut-être mauvaise presse en France, mais qui est totalement sans tabou aux États-Unis. Et c'est quelque chose que j'apprécie là-bas. C'est que voilà, c'est assez simple en fait de parler d'à peu près tout. Euh, mmh, mais c'est vrai que c'est un outil en fait pour se sentir bien et c'est un outil à disposition finalement de l'entrepreneur pour sa santé parce qu'en fait ça permet de faire des choses dans la vie finalement. bien sûr, et ça permet d'être serein aussi pour pouvoir payer les salaires, des employés, son salaire, Mhm. si on est tout seul et le salaire des employés, quand on dirige, une entreprise qui a ou enfin une équipe qui a des, où il y a des différents collaborateurs. Alors je passe à la question suivante. Quels nouveaux paradigmes, peuvent remplacer les anciens modèles de productivité?
J'aimerais dire quand même que aujourd'hui, moi j'enseigne à l'université, je peux intervenir devant les futurs psychologues du travail, mais aussi à l'école, enfin en MBA pour les futurs DRH ou à la fac de droit. Quand on parle de paradigme, avant on disait aux gens, faites un travail pour lequel vous serez bien payé et puis vous verrez après s'il vous reste du temps pour profiter de la vie. La façon dont on construit des entreprises performantes aujourd'hui, elle est différente. Moi, j'ai tendance à dire à mes étudiants, faites ce que vous aimez le plus, trouvez un moyen d'être bien payé pour le faire et faites ça souvent. Donc, quand on parle de paradigme, c'est recruter des gens qui sont à la bonne place, qui aiment faire ce qu'ils font, faites des projets qui aident les autres, qui ont un impact, apprenez à savoir ce dont la société a besoin et vraiment répondez aux besoins de la société. Vous serez payé, vous serez très bien payé pour ça. Donc, le paradigme, c'est d'être dans une zone où on apporte ce qu'on a vraiment envie d'apporter et identifier ce dont la société a besoin et ce qu'elle n'a pas encore réussi à trouver comme réponse pour satisfaire ce besoin et faites-vous payer pour ça. Donc ça, Ouais, c'est vrai que c'est très bien l'idéal, dit. en fait. Bah, Clément, je sais pas ce que tu en penses, mais bon. Euh, non, mais alors, oui et non, je suis d'accord. Moi, ce que je vois beaucoup aussi maintenant, c'est quand même de revenir vers faites attention d'aller dans un secteur qui paye correctement. Ça revient quand même pas mal sur les nouvelles générations quand on fait un petit peu l'étude de psychologique sur bah, les générations Y, et puis même maintenant, enfin Y, X et enfin tout ça là. J'ai fait la formation là-dessus, mais j'ai des petits trous Oui, les dans la raquette, millennials, tout, ouais. visiblement. Non, Z, en fait, Z, pardon. Les Z, toi, tu Et, parles des Z. et on voyait beaucoup quand même sur les générations Z que ça bougeait beaucoup, et c'est un vrai challenge finalement pour les entreprises, c'est bah, comment se mettre en phase avec cette génération qui veut aller très vite, euh, qui est prête à changer tous les 1 à 2 ans finalement de poste. Bah, c'est un sacré challenge quand même. Parce que qu'est-ce qu'ils recherchent ces gens-là? Finalement, c'est quand même de la performance, d'aller très vite. Euh, ils cherchent plus de sens a priori quand même que les générations précédentes. Mais beaucoup plus difficile à décrypter. Je sais pas ce que tu en penses, Iris. On parlait de définition de la réussite. La définition de la réussite, elle n'est plus du tout aujourd'hui à uniquement est-ce que tu as un bon salaire, une bonne maison, une voiture, etc. On va aussi te dire que la réussite, c'est te lever tous les matins et faire ce que tu aimes. Et tout à l'heure, Corinne, tu disais c'est l'idéal. Oui, mais c'est pas qu'un idéal, c'est surtout une construction. On tend vers des choses, ça ne veut pas dire qu'on va les obtenir tout de suite, mais on essaye de tendre vers ça. Donc, ce qui est important, c'est de dire, je vais identifier, donc il y a une recherche, je vais identifier ce dont le monde a besoin. Donc, il y a un besoin, les gens sont prêts à payer pour ça. Un job, une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui résout les problèmes des autres. Mais il y a plein de problèmes à résoudre. Moi, je vais gagner de l'argent en essayant de résoudre un problème dont le monde a besoin, mais qui me plaît. Moi, je vais adorer résoudre ce problème-là et je vais être très bien payé pour résoudre ce problème-là. Et en fait, la réussite a été définie autrement par ces générations en disant, OK, on vit bien, mais OK, on veut aussi, puisque la pyramide de Maslow, on est vraiment en haut, on veut l'accomplissement, on veut des choses qui ont du sens, etc., tout en ayant malgré tout nos besoins primaires satisfaits. Totalement l'ikigai, oui, je suis le chat. Oui. Oui, en fait, c'est la raison d'être. On l'applique à l'entreprise. En RSE, on l'applique à l'entreprise. Donc, quand on voit les entreprises à mission, donc elles ont une raison d'être. On essaye tous, en tant qu'entreprise, d'avoir une raison d'être d'entreprise, une légitimité et donc une ambition. Mais c'est sa raison d'être en tant qu'individu qui permet de se réaliser. C'est pour ça que je parlais Faire matcher. d'idéal, parce qu'en fait, c'est ce vers quoi on veut tendre. Oui, il faut faire matcher, mais je pars du côté factuel. Je ne suis pas en train de dire aux gens, si vous aimez faire des compositions florales et que personne ne veut acheter des fleurs, lancez-vous là-dedans, vous serez très heureux. Non, au bout d'un moment, ça va être un peu compliqué parce que vos besoins primaires ne vont pas être satisfaits. Trouvez ce que la société veut
ce pourquoi elle est prête à payer, matcher ça avec ce que vous aimez et trouver un moyen de le vendre. Mhm. Absolument. Donc, c'est Absolument. une construction, c'est pas simple, Mhm. mais c'est tout à fait possible. Moi, je le vis depuis des années. Et en plus, aujourd'hui, j'accompagne d'autres directeurs qui rejoignent Step à le faire pareil. Mhm. Absolument. Oh, Morgane, si tu veux passer le petit sondage, en fait, ce sondage, voilà, je vous ai mis deux images. Si vous voulez bien dire si pour vous, la réussite en entreprise, donc la réussite d'un leader en entreprise, d'un dirigeant, c'est quoi? C'est plutôt l'image de droite ou c'est plutôt l'image de gauche? Me dites pas un mix des deux, hein, parce que j'ai pas trouvé d'autres images qui soient parlantes comme ça. C'est bah, c'est un petit clin d'œil par rapport à tout ce que l'on a dit là. Alors, c'est intéressant parce que enfin, je ne sais pas si vous voyez les résultats, mais on a 67%, c'est l'image de droite. Donc, qui signifie, je dirais plutôt, équilibre, hein, donc harmonie, comme, pour reprendre le mot d'Iris, harmonie, donc entre le travail, le privé et cetera, l'épanouissement et cetera et l'image de gauche, donc, là, on est à 33 sur l'image de gauche, hem, où là, la réussite passe quand même par l'aspect, financier. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, c'est Je juste. vois pas bien les deux visuels parce que le sondage s'affiche devant. Donc concrètement, Tu as le petit tiret normalement. Tu peux le. Alors, tout à fait, je suis bien d'accord, Franck. L'âge joue aussi sur la réponse, c'est certain. C'est certain. C'est euh, c'est sûr que plus âgé, je pense que l'équilibre, parce qu'on a peut-être déjà aussi satisfait ses besoins financiers. Iris, c'est bon, tu vois les deux oui, ça images? y est. Attends, Oui, j'essaie de voilà, voir comment d'accord. je fais comment je fais pour répondre. Donc Ah bah du coup, là pour répondre, il faut que tu remettes le, le petit sondage, le pop-up du sondage. Voilà. Et moi, j'ai une dernière question pour vous. Et après, je regarderai, mais je crois pas, il me semble pas que j'ai vu de questions particulières dans le chat. Euh, en termes j'en sais rien, de bonnes pratiques ou de tips, euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qu'un dirigeant peut mettre en place pour instaurer ou intégrer la santé mentale et le bien-être comme pilier de la réussite durable dans son entreprise? Clément, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment toi tu accompagnes justement les dirigeants finalement pour être mieux dans leur tête et également que ça rejaillisse sur les collaborateurs? Euh, je sais que tu interviens par rapport à la trésorerie des entreprises, mais aussi sur l'aspect épargne salariale, donc partage de la valeur. Oui, alors c'est vrai que moi dans mon activité, bon, le sujet de la santé mentale, finalement, il y a pas, on n'y pense pas en premier. Moi, mais pour autant, j'apporte du bien-être, disons cela comme ça. C'est-à-dire que quand je vais accompagner l'entreprise sur des sujets, par exemple d'épargne salariale, vu qu'on en parle, euh, moi j'essaie de me battre en fait contre une industrie financière que je trouve injuste en France, et c'est dommage parce que ça participe pas finalement à l'éducation des Français derrière, qui est une approche très différente de ce qu'on a en France, de ce qu'on peut trouver en fait dans les pays anglo-saxons où c'est beaucoup moins opaque et les gens sont un petit peu plus au fait de comment ça fonctionne. Et par exemple, si on prend le cas de l'épargne salariale, moi je trouve qu'en France, c'est un petit peu dommage. C'est tellement réglementé au désavantage en fait de l'épargnant final, qui en fait n'est pas bien conseillé sur bah, comment mettre à disposition son épargne salariale pour que ça marche pour lui et pour ses projets. Et moi, c'est vrai que dans l'approche que j'essaie d'avoir, c'est d'accompagner un petit peu mieux, d'avoir un peu moins de frais et de mieux orienter pour que bah, ce soit bien pour l'épargnant, qui derrière bah, sera content d'avoir ce genre de dispositif au sein de l'entreprise. Euh, Pareil, quand je vais accompagner le dirigeant, bon, bah, là, ça va être sur le dirigeant, mais finalement, le sujet finalement patrimonial est un sujet, c'est des gens qui n'ont pas le temps et qui est encore moins bien géré finalement que
j'ai envie de dire, le français lambda, si on peut dire ainsi, mais finalement, sur les dirigeants, il y a encore plus de travail. Et donc, moi, je vais apporter ce bien-être en étant l'allié en fait de tous ces aspects-là auxquels ils pensent pas. Et demain, bah, il y a une chute. Bah, est-ce qu'on a bien pensé, est-ce qu'on a bien orienté pour que tout se passe bien et que la santé mentale soit préservée en fait dans des moments difficiles. Et quand on parle de patrimoine, les moments difficiles, c'est quoi? C'est peut-être des invalidités permanentes, c'est peut-être des décès qu'on avait mal anticipés, c'est peut-être tout simplement bah, j'ai des enfants en bas âge, sauf qu'avec ma femme, on a pris l'avion et on est décédé, ça peut arriver. Bah, en fait, est-ce qu'on a prévu la suite? Qui a l'autorisation légale de gérer les enfants? Comment ça se passe? Est-ce que j'ai prévu quelque chose pour eux plus tard? Donc moi, je vais intervenir sur cette partie-là de la santé mentale qui... Tu nous as plombé avec ton exemple. Ouais, mais c'est la réalité en fait de mon métier, Mais les gens c'est ne veulent bien Bien pas en prévu, dire. sûr, mais bien, je Mais c'est plaisante, c'est la la je vie. santé plaisante. mentale parce qu'en fait, dans les moments les plus durs, c'est là où on peut être Absolument, tomber le absolument. plus bas. Et c'est vrai que je vais intervenir beaucoup sur ces sujets-là. C'est vrai que c'est pas facile de dire, tiens, voilà des tips, parce que la problématique qu'on a, c'est que chaque individu est différent. On nous demande parfois, tiens, qu'est-ce que tu conseilles en tant que psy du travail pour motiver des équipes? Là, tu parlais d'épargne, mais en fait, chaque individu est différent. Ce qui va motiver une personne ne va pas du tout motiver l'autre. Donc moi, je conseille d'avoir des petites équipes, pas plus de 10 personnes, donc quitte à faire plusieurs équipes et avoir plusieurs managers, donc avoir des équipes assez restreintes, très performantes, très fluides, où la personne qui va être le leader de cette petite équipe les connaît très bien. Pourquoi? Parce qu'une personne pas compétente et pas motivée ne se manage pas de la même façon qu'une personne très compétente et très motivée. Et donc, c'est très dur aujourd'hui d'être dirigeant, d'être manager, d'être un leader, parce que ça nécessite d'énormes compétences sociales et comportementales. Il faut vraiment être en capacité de connaître les gens avec qui on travaille, de quoi ils ont besoin, et de pouvoir adapter notre management à leurs besoins. Donc, petites équipes et vraiment une connaissance assez importante de ce que veulent les personnes, de comment elles fonctionnent. Pour faire de la santé mentale un pilier de la performance, je dirais aussi qu'il faut être en capacité d'avoir une organisation souple. Dans mon équipe à moi, mon assistante de direction, par exemple, elle est là une demi-heure avant tous les matins, alors que je lui demande pas. Elle va rester plus tard s'il le faut, etc. Mais par contre, si on a une période un peu creuse, je vais lui dire de rester 3 ou 4 jours chez elle. Ou si elle a des besoins à un moment donné, elle va pouvoir rester chez elle. Et en fait, c'est de récompenser la personne parce qu'elle est engagée et elle est vraiment impliquée dans la vie de l'entreprise et faire attention à ses besoins. Tiens, elle prépare un événement familial, je vais lui donner du temps. Tiens, c'est Noël, elle va forcément avoir des dépenses, c'est là que je vais essayer de donner une prime. En fait, c'est vraiment d'être attentif aux autres et d'être attentif à soi-même, parce que la problématique du dirigeant, c'est que quand je les aborde avec STEP, ils me disent non, mais vous inquiétez pas, moi, c'est pas grave, c'est pas important, occupez-vous de mes équipes. Je dis oui, vous êtes très marrant, mais si vous n'êtes plus là, ça va être très compliqué que votre entreprise puisse survivre et il n'y aura pas grand-chose à faire. Les équipes sont très importantes, mais il faut quelqu'un qui garde le cap et il faut d'abord s'occuper de vous-même. C'est comme dans les avions, hein, mettez le masque, respirez bien, oxygénez-vous, puis mettez le masque aux enfants. Sinon, vous allez tomber tous les deux dans les pommes, il n'y aura personne pour aider l'autre. L'exemple est fort, mais en effet, en effet. En tout cas, merci, merci, merci à vous pour cet échange très, très riche. Donc, je crois que c'était Franck qui et qui nous disait travailler sur l'état d'esprit et la posture du dirigeant, améliorer l'équilibre vie pro-perso, valoriser les impacts positifs des collaborateurs, les actions ou l'action à long terme, ne pas gérer qu'au travers de la lorgnette financière. C'est- Franck est un DAF. Merci en tout Mais cas. répenti, c'est un DAF répenti, donc bravo Franck. Merci en tout cas, merci pour tous ces commentaires. Merci encore à vous. Donc notre matinée
de conférence se termine. Vous recevrez dans les prochains, soit cet après-midi, soit lundi au plus tard, un email avec donc déjà 2 remerciements pour votre participation, les slides donc que nous vous avons présentés, ainsi que les liens vers les profils, je le répète, de nos intervenants. Si vous avez des questions, envie d'échanger avec eux, n'hésitez pas. Prenez contact avec eux sur LinkedIn. Vous pouvez aller également voir un petit peu plus ce qu'ils font sur leur site internet, mais je pense que le mieux, c'est directement de les contacter sur LinkedIn pour explorer un petit peu plus avec eux leur champ d'action, puis si vous avez des questions. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn et les réseaux sociaux. Nous organisons très très souvent ce type d'événements avec de merveilleux intervenants comme Iris et Clément à l'instant. Et nous venons d'ouvrir une chaîne sur Webikeo également avec de nombreux webinaires, dont un le 18 mars avec Clément. Voilà, à très bientôt. Merci à tous. Merci Et je à... crois pas, pardon, j'ai pas regardé. Oh, quelle honte. J'ai pas regardé, il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Merci, merci. Ben, merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci Si vous Corinne pour voulez, vous pouvez l'organisation. rouvrir. Si vous, on peut rouvrir les micros si vous voulez échanger en live, on va dire. Et bon appétit à ceux qui vont déjeuner. Et bon week-end, parce qu'on est quand même avec de week-end. Reposez-vous et prenez soin de vous. Merci. Merci Merci encore, Corinne et Iris et Morgane Clément. pour l'organisation Corinne. et puis aux participants. Merci. Merci à Merci. tous.